Bonjour, bientôt 11 ans que celle qui est l'invitée de La Voix est libre aujourd'hui préside aux destinées du plus central des musées lyonnais, le musée des Beaux-Arts, qu'on appelle aussi le Palais Saint-Pierre. Sylvie Ramon, bonjour. Bonjour. Le Journal des Arts vient de publier son classement annuel des musées de France. Et le musée des Beaux-Arts de Lyon est quatrième. Une grosse pointe de fierté, j'imagine, non? Oui, une grande fierté et puis surtout un encouragement à la politique qui est menée, à la fois pour les expositions, les acquisitions et toutes les actions en direction du public. C'est un classement qu'on attend avec un peu d'angoisse. Alors, non, je dois vous confesser, nous sommes quand même le très grand musée de région. Vous êtes le premier musée en région. Nous sommes le premier musée. Nous sommes à la fois un musée de civilisation et aussi un musée de beaux-arts. Bon, il s'agit de maintenir, bien sûr, son rang, même si je dis à mon équipe que le grand défi pour nous dans les prochaines années, c'est d'être un très grand musée européen. Alors, on va y revenir, ça c'est dans vos projets, vos perspectives. Mais ma première question, est-ce que c'est une décennie heureuse que la conservatrice que vous êtes vient de vivre? Pleinement. Pleinement, et c'est vrai, quand je vois toutes les actions qu'on a pu mener depuis 10 ans, j'en ai presque par moments un peu le vertige. Parce que je crois qu'on a réussi à mener plusieurs actions. On n'a pas privilégié seulement l'événementiel, on a réussi à avoir une programmation d'exposition très exigeante, on a réussi aussi à faire un vrai travail sur les collections, et puis à étendre aussi notre public. On arrive à toucher vraiment un public extrêmement large. Et c'est ça qui est très important. Alors on va revenir aussi sur le public. Vous êtes né à Bourg-en-Bresse. Votre premier souvenir du musée des Beaux-Arts, quel est-il? Alors, c'est vrai que c'est un musée auquel j'étais très très attachée quand j'étais enfant, adolescente, même si je dois avouer, pendant de longues années, ça a été quand même une belle endormie. Oui. Et c'est vrai que je préférais me rendre dans les musées de Grenoble, dans les musées de Saint-Étienne. Et puis il y a eu cette rénovation tout à fait spectaculaire opérée par Philippe Duret. Et là, j'ai un souvenir très précis. Quand j'étais en formation à l'École nationale du patrimoine, nous avons fait une mission d'études et nous avions été accueillis par Philippe qui nous a présenté les grandes lignes de son projet de rénovation. Jamais je n'aurais imaginé diriger ce musée quelques années après. La tête de ce musée. D'abord, c'est un bel endroit. Il y a ce jardin intérieur il y a une grande sérénité, il y a quelque chose d'assez magique. C'est important aussi pour c'est un musée pour un lieu de culture. Voilà, tout à fait, qui a toute une histoire. Il y a eu un passé très très important, une politique de mécénat aussi menée par ces deux abbesses qui ont laissé quelques très beaux témoignages pour la décoration baroque. Donc c'est un lieu très inspiré. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le métier de conservateur de musée? Parce qu'en réalité, tout le monde voit ce que ça recouvre, mais personne ne sait très bien, le grand public dont je suis, ne sait pas du tout ce que fait un conservateur au quotidien. Qu'est-ce que c'est le travail de conservateur? Alors je répondrais que le travail de conservateur, c'est un peu le travail d'un chef d'orchestre. Il faut savoir aussi qu'à Lyon, c'est une grande maison, nous sommes 130. Ah oui. Donc avec différents corps de métier qui vont des adjoints du patrimoine qui ont en charge la surveillance des salles jusqu'aux conservateurs. Donc il s'agit vraiment d'impulser, d'animer toute cette équipe. Et puis on vous a légué en fait des collections qu'il s'agit de transmettre aux générations futures, les faire vivre dans les meilleures conditions. Et puis bien sûr à réfléchir à toute une programmation d'exposition. En accord, nous c'est un choix que nous avons fait en accord avec la richesse des collections permanentes. Des collections permanentes, les grandes expositions. J'ai vu que vous le dites assez régulièrement, que ces grandes expositions sont l'occasion avant tout aussi de faire vivre les collections du musée, de les faire découvrir, de les faire redécouvrir. Voilà, je m'étais donné en fait quelques principes très simples quand je suis arrivée. Ne pas limiter en fait les expositions à une période donnée et surtout bien lier les expositions aux collections. Je crois que c'est très très important de donner à travers une exposition au public l'envie de redécouvrir les collections permanentes. Alors, on l'a dit, en 10 ans, vous en avez fait le premier musée français en région. Il y a eu plus de 350 000 visiteurs l'an dernier, c'est énorme. Oui, c'est énorme, vraiment. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que le public est en constante évolution. Et cette augmentation de la fréquentation, elle touche aussi bien les collections que les expositions. Alors, qui sont les visiteurs du musée des Beaux-Arts? Est-ce que vous avez réussi à élargir, j'ai envie de dire, l'assiette du public potentiel? Alors je crois qu'on s'adresse à un public de plus en plus large. Ça va des grands amateurs de musées à des visiteurs qui pénètrent pour la première fois les portes du musée. Il faut qu'on fasse des efforts. Il y a deux publics que nous n'arrivons pas suffisamment à accueillir. Ce sont les étudiants qui ont encore en fait l'image d'un musée qui est un peu inscrit dans une tour d'ivoire. Et je crois que c'est important de leur montrer qu'un musée aujourd'hui, c'est un peu comme un lieu de spectacle vivant.
et les touristes, hein, parce que pour les touristes, Lyon est encore très, voilà, cette image de la gastronomie. Ah oui, donc la fréquentation, elle est régionale, et puis française. Elle est locale, elle est française, et puis on a, je crois, un grand effort à faire aussi en direction des touristes étrangers. Alors on évoquait les grandes expositions, événements qui tirent un peu, j'ai envie de dire, l'activité du musée, en tout cas la façon de se faire connaître sur la scène internationale. La dernière en date, c'est l'exposition de Lubac, un énorme succès. Un énorme succès, c'était pour nous très important de rendre hommage à cette grande dame. D'abord, on a toujours été très, très séduits par les choix très radicaux qu'elle a fait pour sa collection par rapport à ses maris. Elle a collectionné Bacon, elle a collectionné Picasso, et je crois que c'était important, voilà, que la ville de Lyon lui rende hommage. Elle a donné une grande partie de sa collection, et grâce à cette collection, on a pu hisser vraiment le musée, là aussi, à un niveau très, très, très important, très, très... C'est maintenant une des plus belles collections pour le XXe siècle en région. Belle performance. On a vu dans cette exposition de Lubac, mais dans d'autres aussi, mais particulièrement celle-ci, c'est la dernière en date, l'importance de la scénographie. Elle prend en réalité aujourd'hui une importance capitale. Hein. Alors je crois qu'on ne peut plus effectivement envisager des expositions sans le concours de scénographes, sans le concours d'architectes. C'est quelque chose d'assez nouveau en fait, hein, et qui s'est vraiment amplifié ces dernières années. Et je suis très frappée quand les Lyonnais m'interrogent sur la programmation. Ils me demandent toujours comment le lieu va changer, à quels architectes vous allez vous adresser. Donc je crois qu'il y a un vrai effet de surprise quand on découvre une exposition de voir comment justement l'architecture intérieure s'est modifiée en fonction du sujet. Là, effectivement, vous aviez reconstitué des parties de l'appartement. Voilà, donc en fait, là le vrai concept de l'exposition, c'était vraiment de repartir de l'appartement privé de Jacqueline de Lubac. Parce que du coup, on a une notion d'intimité, c'est aussi, ce sont des œuvres qu'on découvre, mais on entre dans l'intimité de la personne, enfin de la collectionneuse. Dans l'intimité du collectionneur, oui. et puis ça permet de comprendre aussi. On mesure aussi ses choix très personnels d'accrochage qui ne sont pas aujourd'hui forcément ceux de conservateurs de musées. De quelle façon, par exemple sur cette exposition de Lubac, de quelle façon est-ce que vous articulez, là c'est pour le coup maintenant la collection propre du musée, avec les œuvres que vous faites venir d'ailleurs ponctuellement pour une exposition? Alors là, c'est vrai que le travail au départ, c'était de retravailler sur notre collection, mais il y avait beaucoup d'autres prêts aussi extérieurs. Moi, je m'attache en fait beaucoup à réfléchir à une programmation qui corresponde en fait à tous les départements du musée. Nous sommes un très grand musée de civilisation. Nous avons la chance à Lyon, compte tenu de la richesse de nos collections, de raconter une histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours. Donc, je crois qu'on se doit de proposer des expositions qui correspondent justement à la diversité et la richesse de tous ces départements. Une autre tendance, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une tendance, mais je pense au musée des Confluences, qui est le dernier en date des musées lyonnais. Il y a une interactivité extrêmement présente aujourd'hui dans les musées. Il faut que ce soit ludique. On ne vient pas seulement voir de belles choses, il faut aussi qu'on s'amuse. Est-ce que c'est facile d'introduire cette dimension-là dans un musée qui est pas tout jeune? Alors c'est vrai que c'est une donnée importante, c'est vrai que ça fait vraiment l'objet d'une réflexion avec l'équipe. Je crois qu'il ne faut pas qu'on manque cette entrée des nouvelles technologies au sein du musée. C'est difficile de l'intégrer à une muséologie qui date déjà des années 1990. Mais là, on va essayer de mettre en place toute une série de tablettes sur lesquelles il y aura des parcours spécifiques qui seront proposés aux visiteurs et qui seront peut-être d'un usage beaucoup plus facile au sein des collections. Et qui permet aussi effectivement de personnaliser, j'ai presque envie de dire, la visite de chaque personne qui vient. C'est-à-dire qu'elle se fait presque sa visite... comme elle en a envie et en fonction de sa curiosité à découvrir certaines collections. Les visites thématiques, les événements, vous les avez multipliés au cours de ces 10 dernières années. C'était une volonté que vous aviez au départ d'ouvrir. C'est aussi une façon d'ouvrir l'institution que vous dirigez sur la ville qui l'entoure, la vie qui l'entoure. Alors on a un éventail très très important de visites qui est proposé. Nous avons un service culturel très très engagé et c'est vrai que on organise par exemple des visites découvertes qui permettent vraiment de s'initier aux collections des musées. On propose également des visites beaucoup plus spécialisées autour de certains thèmes plus précis. Je crois que c'est très très important d'essayer de répondre à la demande de chacun des publics, et de s'adapter. Vous n'hésitez pas à vous associer avec d'autres partenaires culturels, avec d'autres événements sur la ville ou la région. Moi, il y a des souvenirs de visites nocturnes.
Alors ça a été, je crois, une des grandes réussites de ces dernières années. On a mis en place ces nocturnes chaque premier vendredi du mois. Et c'est l'occasion pour nous de nouer des partenariats avec d'autres acteurs culturels. Et on touche aussi un public qui ne viendrait peut-être pas seulement pour découvrir des peintures ou des sculptures, mais ce public-là vient parce qu'il sait qu'il aura l'occasion aussi d'assister à des spectacles de danse, à certaines interprétations musicales. Et c'est pour nous extrêmement important de profiter de ces nocturnes pour diversifier le public du musée. Alors vous évoquez la danse, je crois que vous avez un souvenir assez fort. Vous avez organisé 2 bals en collaboration avec la Maison de la Danse au moment de l'exposition Cornell. Alors d'abord au moment de l'exposition Cornell, pour faire un petit peu revivre le souvenir des bals surréalistes. Et ça a été extraordinaire de voir danser, on a quelques images que l'on voit, ce public à la fois d'enfants et de gens beaucoup plus âgés qui dansaient ensemble et qui étaient masqués dans une atmosphère très, très ludique en fait. Et nous avons renouvelé l'expérience au moment de l'exposition Jacqueline de Lubac. Vous avez dansé vous-même ? Non, moi est-ce que la conservatrice se doit de garder moi j'ai préféré rester en spectatrice parce que je trouvais vraiment ce spectacle extraordinaire de voir tous ces gens masqués et danser dans ce répertoire. Ça a été c'est un souvenir pour moi très beau, très émouvant. Est-ce que il y a alors on a toujours une idée un peu toute faite de la fréquentation, du fond de fréquentation, du fond des visiteurs des musées, du corps principal, qui sont des amoureux d'art en règle générale, etc. Et puis un certain nombre de publics qui longtemps sont restés à l'écart de ça. Est-ce que vous avez des chiffres précis, par exemple, sur est-ce que les personnes âgées viennent, est-ce que les enfants viennent, est-ce qu'on vient en famille? Et au-delà de ça, est-ce que des gens qui n'ont aucune sensibilisation particulière ou éducation à l'art viennent aujourd'hui au musée, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années? Alors nous accueillons bien sûr énormément de scolaires et je crois que c'est très très important de pouvoir accueillir aussi les enfants très très tôt des écoles, des lycées. C'est plus difficile d'accueillir des étudiants parce que c'est parfois pas forcément, c'est pas forcément compatible dans leur programme. C'est gratuit pour les étudiants. C'est gratuit pour les étudiants pour l'instant. Comment ça pour l'instant on espère arriver à le maintenir. Non, on essaye vraiment, de faire venir le plus grand nombre possible. Nous avons des actions spécifiques en direction de publics que l'on dit empêchés, qui ne franchissent pas spontanément la porte du musée, en faisant tout un travail avec les associations. C'est pour nous très important, même si en chiffres, ça ne correspond pas à un nombre très très important. Il y a une question qui revient assez régulièrement quand on évoque de manière générale l'accès à la culture en France, la gratuité dans les musées. Est-ce que c'est une question qui vous semble importante, d'actualité, ou est-ce qu'au fond, avec les politiques tarifaires que vous pratiquez, ça n'a pas grand sens? Alors il faut savoir qu'au musée des Beaux-Arts, il y a près de 60% d'entrées qui correspondent à des gratuités, donc il y a la gratuité est vraiment très très importante. Moi, je crois que c'est important quand même de faire comprendre au public que le musée a besoin aussi d'être accompagné. Ça lui permet d'avoir une politique d'exposition, d'acquisition importante et que si on peut avoir une petite aide, une participation symbolique, c'est important. Le tarif moyen pour ceux qui payent d'entrée au musée, c'est 9 euros. 9 euros. 9 euros. Et 7 euros qui est une exposition phare. Non, alors après, c'est modulé en fonction de l'importance des expositions. En gros, c'est le prix d'une place de cinéma. On évoquait tout à l'heure le musée des Confluences, qui a ouvert il y a quelques mois, et qui est un grand succès. Un grand succès, oui, bien sûr. Mais il faut dire qu'on a attendu pendant très très longtemps de redécouvrir les collections du musée Guimet et du Muséum d'histoire naturelle. Est-ce que vous le voyez comme un concurrent, ou est-ce qu'en réalité, c'est pas du tout ça, et qu'il est indispensable que les différents musées d'une même ville ou d'une même région ou d'un même pays travaillent ensemble? Moi, je crois que nous avons besoin à Lyon d'institutions très fortes. Nous avons la chance d'avoir déjà plusieurs institutions culturelles de très très haut niveau. Et je crois que pour nous, ça crée vraiment une situation de stimulation, de rivalité, mais au bon sens du terme. Et donc, on a besoin de grandes institutions comme le musée des Confluences. Vous évoquiez tout à l'heure la perspective de faire maintenant du musée des Beaux-Arts un grand musée européen. C'est votre chantier des années à venir? Ça sera, oui, je pense un grand défi. Il faut qu'on multiplie les opérations sur la scène internationale.
On a eu la chance de monter au moment de l'exposition universelle de Shanghai une grande exposition à partir des grandes collections de la région. Cette exposition a été reprise à Johannesburg. Nous avons un projet avec le Mexique, un très beau partenariat. C'est très au-delà des frontières de l'Europe. Oui, mais je crois que c'est important Vous aussi. Regardez le monde. Voilà, c'est important d'asseoir aussi des partenariats. On a un très beau partenariat au printemps prochain avec les musées de Karlsruhe et d'Édimbourg. À partir de nos collections, on va réaliser une exposition sur le thème des autoportraits. Donc je crois que c'est pour nous aussi le moyen de faire connaître encore plus la richesse et la diversité de nos collections. Alors, j'ai juste une petite question que je ne peux pas ne pas vous poser. En 2013, vous avez été candidate à la succession d'Henri Loiret à la direction du Louvre. Vous étiez dans le duo final. Et c'est finalement le candidat interne, j'ai envie de dire, Jean-Luc Martinez, qui a été retenu. Ça a été une grosse déception ou est-ce que c'est derrière ? Écoutez, je peux dire que ça a été extrêmement stimulant intellectuellement de réfléchir à un projet d'établissement pour le musée qui est peut-être l'un des plus grands musées au monde. Voilà, je dirais aujourd'hui que c'est un chapitre de mon histoire qui est terminé. Ça n'a pas été une déception de rester à Lyon? Non, l'aventure lyonnaise, elle continue et je crois qu'on l'a montré depuis. C'est vrai. Alors, ce qui caractérise aussi votre patte, si j'ose dire, à la direction du musée, c'est une politique d'acquisition d'œuvres que vous avez mise en place, enfin en tout cas renforcée, vous avez donné des directions. Pour en parler, Jacques Guérard va nous rejoindre. C'est un grand amateur d'art, un collectionneur aussi, l'un des mécènes importants du musée des Beaux-Arts. Il a aussi dirigé pendant plusieurs années une des plus grandes entreprises françaises, dont le siège est à Écully, tout près de Lyon. C'est l'entreprise SEB, pour ne pas la nommer, entre mille autres choses. Jacques Guérard, bonjour. Bonsoir madame, bonsoir. Alors, Sylvie. Vous connaissez bien. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Deux versions, donnez-moi la vôtre. Écoutez, je crois que nous nous sommes rencontrés quelques années avant que Sylvie arrive à Lyon, à l'occasion d'une exposition d'un artiste que nous aimons beaucoup tous les deux, Julius Bissier, qui avait une rétrospective au musée de Saint-Étienne. Voilà, c'est ça. Et nous nous sommes trouvés à côté au dîner de vernissage. Et nous avons sympathisé. Et ensuite, je suis allé la voir à Colmar. Et j'ai été bien sûr enchanté quand elle est arrivée à Lyon, parce que je connaissais toute sa compétence et ses volontés pour notre musée. Alors, je le disais, vous êtes un des mécènes importants du musée. Vous êtes un des membres fondateurs, entre autres, du Cercle Poussin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Cercle Poussin? Expliquez-moi. Alors, le Cercle Poussin est une des trois structures de mécénat du musée, et c'est celle qui est arrivée en dernier. Peut-être que chronologiquement, il faut dire, quand Sylvie est arrivée, elle m'a dit je veux vraiment associer la société civile à la vie de ce musée. J'ai compris que j'avais en face de moi quelqu'un qui voulait travailler à l'anglo-saxonne, qui voulait associer les forces vives de l'économie régionale. Et ensuite, est arrivé le projet d'acquisition de la fuite en Égypte de Poussin. Pour laquelle Sylvie m'a demandé de présider un comité de pilotage en vue de récolter les fonds. Et c'était un trésor national. Et je crois que c'était la première opération qui s'est faite en France avec un groupe d'entreprises. Jusque-là, pour un trésor national, il y avait une entreprise qui achetait l'œuvre et qui l'offrait au musée. Et là, nous avons à Lyon réussi à faire un collectif de 7 ou 8 entreprises qui ont dit « Allez, chiche, on fait ça ensemble » et qui ont été très heureuses de réussir cette opération qui a eu une grande répercussion sur la notoriété du musée. Bon, peut-être finalement plus dans les milieux internationaux, dans les musées américains. On a tous dit, mais comment Lyon est arrivé à acheter ce Poussin? Et les entreprises en ont retiré une grande fierté. Donc après cette acquisition, ces mêmes entreprises m'ont dit, Jacques, il ne faut pas en rester là. Que pouvons-nous faire pour continuer à accompagner le musée? Vous m'avez dit... Pardon. Oui. C'était le moment où Christine Lagarde venait de créer les fonds de dotation. Donc nous avons créé un fonds de dotation et 7 entreprises ont rejoint ce fonds de dotation pour créer ce qu'on a appelé le Club Saint-Pierre, avec des engagements triannuels, ce qui m'a paru très important parce que je voulais que Sylvie puisse avoir une visibilité à moyen terme sur sa stratégie d'acquisition, parce que c'est toujours très long pour un musée d'acquérir une œuvre, et savoir qu'une entreprise s'engage pendant 3 ans, on a une visibilité sur les fonds qu'on va pouvoir recueillir.
Donc ça a très bien marché et je suis très content de voir que aujourd'hui je ne suis pas président du Club Saint-Pierre, c'est Pierre de Limérac qui est président, mais je fais toujours partie du conseil. Et je suis très content de voir que toutes les entreprises du début sont restées et que maintenant il y a 17 entreprises. 17 entreprises, je crois, et notre objectif, ce serait d'arriver à 20, Sylvie. Voilà, ça serait bien que... Mais je crois qu'il y a deux ou trois perspectives dans le tuyau. Ce que je voudrais dire, c'est que ça a été quand même extraordinaire pour moi, quand je suis arrivée à Lyon, de rencontrer Jacques, et qui a vraiment mis à ma disposition son réseau, toutes les relations qu'il a eues. Ça a été l'un des premiers, d'ailleurs, à croire au projet d'acquisition de Nicolas Poussin. C'était quand même un pari absolument fou. C'était important, de faire entrer une œuvre aussi importante au sein des collections. Audacieux. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Voilà. Le mécénat, aujourd'hui, pour un musée, comment dire, qu'il ait une assise auprès de mécènes, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, c'est une condition sine qua non pour un développement, même presque une survie, j'ai envie de dire, non ? Je crois que j'en ai en fait, je crois assez vite pris conscience qu'on ne pourrait pas à Lyon mener une politique vraiment exigeante à la fois d'exposition et d'acquisition, mais surtout d'acquisition, sans avoir recours justement à cette politique de mécénat. Bon, pourquoi ? Parce il y a le contexte économique aussi actuel, une raréfaction quand même des aides à la fois des institutions territoriales et puis de l'État. Et c'est, comme le disait Jacques, c'est une manière aussi d'impliquer, d'engager les acteurs civils. Oui, parce qu'après, vous parliez du Cercle Poussin, après la création du Club Saint-Pierre, il y a des amateurs d'art, des collectionneurs, des avocats, des notaires qui m'ont dit, nous, on n'est pas des très grandes entreprises qui pouvons apporter la contribution qu'apporte le Club Saint-Pierre, mais on souhaiterait avoir une structure et il fallait que je trouve un moyen de créer une structure qui ne vienne pas faire d'ombre à la Société des Amis du Musée, qui regroupe plus de 2000 membres et qui fonctionne très très bien depuis de nombreuses années. Mais qui viennent en appui, en somme. Donc on a créé cette structure sous forme de fondation, abritée par la Fondation Bulukian, entre le Club Saint-Pierre et la Société des Amis. Et nous sommes partis à 18 et nous sommes maintenant plus de 130. C'est Pierre Schuster qui en est le président. Et je crois que... Oui, bien sûr, vous parliez de la nécessité de faire appel au mécénat. Les collectivités publiques sont obligées de faire des économies. Et c'est souhaitable qu'elles fassent des économies. Bon, il ne faut pas non plus qu'elles se désengagent de la culture. Totalement, bien entendu. Mais il est normal que la société civile en général, les entreprises en particulier, accompagnent un grand musée comme le musée de Lyon. Et au-delà, bien sûr, de la partie financière, qui est essentielle pour pouvoir faire les belles acquisitions qu'on a faites, je crois que notre projet avec Sylvie, c'est de faire que les Lyonnais s'approprient leur musée. Et toutes les actions de nos réunions de mécènes sont faites dans ce sens-là. C'est-à-dire visite de l'organisation du musée, visite des réserves, visite des programmes de restauration, projet de petits voyages uniquement dans les expositions où le musée prête des œuvres, parce que, bon, on n'est pas là pour être une agence de voyage et amener les gens voir l'exposition Velázquez à Paris, mais accompagner nos mécènes au musée de Montpellier ou le musée de Lyon à prêter des œuvres caravagesques. C'est une façon de se réapproprier aussi. Ça a du sens. Et nos mécènes apprécient beaucoup cette osmose entre leur vie et leur musée. Alors vous évoquiez l'appropriation des Lyonnais. Elle est là, on le voit avec les chiffres de fréquentation, etc. On le voit aussi dans la participation à ces fameuses souscriptions publiques. Alors, il y en a eu une première pour l'Arétin, qui a été un extraordinaire succès. Et ça a été pour nous extrêmement important de voir à travers cette opération l'attachement des Lyonnais pour le musée des Beaux-Arts et leur fierté aussi de participer à l'enrichissement du patrimoine. Alors, il y en a une autre qui est en cours. Il y en a une autre qui est en cours qui concerne un tableau de Corneille de Lyon qui est flamand. Voilà, qui est originaire de La Haye, mais qui s'est installé à Lyon. Qui est un des plus grands peintres de portraits, si j'ai bien lu, du XVIe. Qui a été un immense portraitiste, qui est vraiment représenté là dans les plus grands, dans le musée les plus importants à travers le monde. Il n'est pas présent sur les cimaises du musée des Beaux-Arts, donc c'est un grand absent. L'oubli. Et nous caressons le vœu vraiment de le faire entrer dans les collections. Nous aurons à l'automne prochain une exposition consacrée à la Renaissance à Lyon et nous espérons que ce sera vraiment un des fleurons
de cette exposition. Où est-ce qu'on en est dans la souscription? Alors, nous recherchons 250 000 €. Oui. Il nous reste encore 90 000 € à trouver. Donc on peut lancer peut-être un appel. Un second élan. Voilà, un second élan vraiment pour nous accompagner. Le don moyen d'un particulier. Le don moyen, il s'élève à peu près à 60 €. Alors on peut dédier son don. Alors le plus jeune donateur, c'est un être qui n'est pas né encore, parce qu'un couple de donateurs a choisi de le dédier au bébé qu'ils allaient avoir. Et le plus âgé, je crois, a plus de 100 ans. Il y a plus de 1100 souscripteurs, donc le spectre est vraiment très large. Effectivement, c'est des gens comme moi. Voilà. Donc, et ça fait partie de cette association de la population à la vie du musée. Ça rejoint exactement ce que vous me disiez. Jacques Guérard, qu'est-ce qui anime l'amateur et le collectionneur quand même d'art que vous êtes? C'est quoi? C'est la passion? C'est la volonté de transmettre quelque chose? Ça, la passion, j'ai envie de dire, c'est le fait que depuis l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai besoin de la peinture pour vivre, m'en nourrir, comme d'autres ont besoin de musique. Et il faut que je voie de la peinture. Il faut que quand je suis pas rentré dans un musée ou que j'ai pas vu d'exposition pendant un mois, ma femme vous dira, il est pas bien. Est-ce qu'il faut de gros moyens aujourd'hui pour collectionner? Écoutez, ça dépend ce qu'on appelle. Voilà. Je pense que quand on regarde ce qui est médiatisé, les grandes collections d'art très contemporain, on ne parle que de millions et de millions, et c'est évidemment des gros moyens, mais ce sont souvent des amateurs qui sont aussi des grands spéculateurs. Moi, je pense qu'un vrai amateur de peinture qui regarde, qui sait chiner, qui sait aller dans les galeries, découvrir des œuvres intéressantes, on peut encore faire une très jolie collection, très cohérente, c'est-à-dire qui correspond à son fil intérieur, avec des moyens très raisonnables. Ce n'est pas hors de portée pour le commun des mortels. Moi, j'ajouterais que c'est la même problématique en fait pour un musée. C'est vrai qu'on a fait entrer, grâce à la politique de mécénat, des œuvres tout à fait exceptionnelles, mais on a enrichi aussi les collections avec parfois des acquisitions très peu onéreuses. Oui. Donc on peut faire vraiment, je crois, on peut mener une politique de collectionneurs ou de collection de musées avec des moyens très différents. C'est fait raisonnable. Jacques Guérard, quelle place dans votre collection pour les peintres contemporains et en particulier les peintres régionaux contemporains? Alors écoutez, moi je suis un amateur de peinture, donc je me qualifie pas trop comme un collectionneur d'art contemporain, parce que j'essaye de regarder, mais je ne collectionne pas les installations, les vidéos, etc. Je collectionne la peinture, et je regarde la peinture. Alors, je regarde la peinture à Lyon comme ailleurs. Il y a à Lyon d'excellents peintres. Je ne pense pas qu'on puisse encore parler d'école lyonnaise, parce qu'il n'y a plus d'école nulle part. D'abord, je pense que le dernier mouvement qui a fait école en France va être Support Surface après mai 68. Mais à Lyon, il y a bien longtemps qu'il y a de très bons peintres et qui ne rentrent pas dans une catégorie d'école régionale. Je pense que vous parliez de Patrice Giorda, on peut parler de Jacques Truffémus, on peut parler de Raymond Desgrands-Champs, de peintres aussi différents les uns que les autres, ou de Jean-Philippe Aubanel, et qui sont de grands peintres. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer ces gens-là, aller dans leurs ateliers, et ce sont souvent des amis. Alors justement, on est en train de voir des images d'une exposition qui se déroule en ce moment au siège du Conseil régional, exposition qui est consacrée à Patrice Giorda. Sylvie Ramon, est-ce que des expositions comme celle-ci, elles sont envisageables au Musée des Beaux-Arts? Mais en fait, pour les régionaux, nous avons toute une politique, Sylvie. Depuis mon arrivée, je me suis attachée, Jacques pourra peut-être en dire deux mots, à vraiment redonner une place de choix à ces artistes. Alors, moi, je ne parle pas d'artistes régionaux, je dis des artistes qui sont attachés, en fait, à la scène lyonnaise. Et nous avons donc très régulièrement différentes expositions qui sont mises en place à l'entrée des collections du XXe siècle. Pour Patrice Giorda, alors c'est un fidèle du Musée des Beaux-Arts. Il connaît extrêmement bien les collections. C'est vraiment un artiste qui s'est totalement nourri de cette fréquentation des maîtres anciens. Et puis j'étais très touchée parce qu'il vient de publier une série de textes
c'est aussi un peintre qui écrit très bien. Et il y a notamment un texte consacré à la fuite en Égypte. Un texte absolument magnifique. Merci beaucoup Jacques Guérard, le temps passe très vite. On arrive déjà au terme de cette première partie de La Voix est libre. Une émission qui se poursuit évidemment dans quelques minutes. Le temps de s'interrompre pour un petit point sur l'info régionale qui nous est présentée aujourd'hui par Julie Jacquard. Bonjour Julie. Retour sur le plateau de La Voix est libre avec notre invitée Sylvie Ramon, la directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Sylvie Ramon, l'actualité vous intéresse, vous passionne, ou est-ce que c'est une sorte de tourbillon dont vous essayez de vous tenir éloigné ? Non, elle me passionne. J'ai malheureusement peu de temps pour regarder la télévision, hein, je l'avoue, mais j'essaye tous les matins d'écouter les journaux sur France Culture ou sur France Musique. Et puis je prends le temps uniquement dans un univers artistique. Non, et je prends le temps de lire les journaux. Et dimanche matin, rituellement, je regarde quelques articles que j'ai mis de côté dans la semaine. Alors, parmi les événements de ces dernières semaines, il y a cette catastrophe épouvantable qui a frappé le Népal, des milliers de victimes, un pays littéralement ravagé, et puis aussi un patrimoine dévasté. Comment est-ce que vous réagissez ? Quel sentiment ? Un patrimoine dévasté, mais un désastre humain colossal. Et je crois justement, on ne peut pas rester indifférent à tout cela face à ces gens qui ne savent pas ce que va être leur quotidien de demain. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque nous avons lancé la campagne de mécénat pour l'acquisition de la fuite en Égypte, nous étions en pleine crise du tsunami en Indonésie. Ça n'a pas été évident pour nous d'aller solliciter des entreprises qui auraient pu penser justement qu'elles préfèrent se consacrer à un mécénat humanitaire. De manière plus générale, et ce type de catastrophe mise à part, tout ce qui constitue aujourd'hui le patrimoine de l'humanité est assez de plus en plus fréquemment, malheureusement, utilisé, voire purement et simplement menacé par différents mouvements politiques ou terroristes. On se souvient des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan il y a quelques années, le sac de Tombouctou, les musées d'Irak qui ont été et de Syrie qui ont été ravagés. Mais je crois que justement, on a un vrai rôle, nous, à jouer dans les musées pour essayer de donner une certaine éducation aux enfants et qui arrivent à dépasser justement tous ces... Ça vous fait peur quand vous voyez ces images de destruction ? Oui, bien sûr, c'est un patrimoine à jamais ruiné. Mais je crois que justement, ça nous rend peut-être encore plus responsables et plus engagés. Alors, autre sujet d'actualité des dernières semaines et qui rejoint finalement votre univers professionnel, c'est l'ouverture de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet à Vallon-Pont d'Arc en Ardèche. Vous y êtes allé ? Alors, j'y suis allée. Je dois vous faire une confidence. Moi, j'ai été parmi les privilégiés qui ont vu la grotte, l'original. Et c'est une expérience vraiment inoubliable, presque au-delà des mots, puisqu'on s'enfonce vraiment dans la terre, on découvre ces images, ces représentations animales qui ont fait le tour des médias, avec un dessin d'une virtuosité absolument incroyable. On a l'impression d'ailleurs qu'ils ont été faits hier. Et puis il y a ces premiers signes que vous avez montrés, qui sont des empreintes de mains, à l'ocre rouge, et la petitesse de ces signes laisse penser peut-être qu'il s'agirait de l'empreinte d'une main d'un adolescent ou d'une femme. Et ça me fait vraiment rêver. Vous avez eu quel sentiment, quelle émotion parce que beaucoup du petit nombre de ceux qui sont descendus dans la grotte ressortent extrêmement émus, c'est-à-dire ils ont été complètement bouleversés. Ça a été votre cas aussi ? Oui, totalement. J'ai dit tout à l'heure, c'est au-delà des mots. J'ai le souvenir quand nous avons découvert, nous étions un petit groupe de 5, ces grandes représentations animales. Je n'aurais plus pu parler, vraiment, trop envahi par l'émotion. Mais au cours de cette même journée, j'ai pu voir donc la caverne qui a été restituée. Caverne du Pont d'Arc, la caverne du Pont d'Arc, et je dois dire, j'ai été extrêmement impressionnée par la justesse de la restitution. C'est vrai qu'on arrive quand même à découvrir ces dessins dans une ambiance qui n'est pas trop éloignée quand même de celle de la grotte, même si l'espace a été complètement compacté. Bon, c'est dû aussi à la performance des outils de numérisation. Et puis moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est toute l'aventure humaine qui est derrière toute cette collaboration entre les scientifiques, les chercheurs, les artistes. Ça a dû être extraordinaire à vivre. Une espèce d'approche complètement transversale, qui est aussi une des choses qui vous tient à cœur. Autre chose qui est dans l'actualité aussi, je crois que le cinéma vous intéresse.
C'est un loisir que vous pratiquez régulièrement. Oui. Lyon est le berceau du cinéma. On fait cette année le 120e anniversaire de son invention. Et là, cette grande exposition en ce moment au Grand Palais à Paris, vous l'avez vue? Alors, je ne l'ai pas encore vue. J'espère que j'aurai le temps d'aller la voir. Mais surtout, j'ai eu la chance, moi, de proposer à Lyon une exposition en 2005, donc juste après un an mon arrivée, sur la naissance du cinématographe et l'impressionniste. Et ça a été absolument passionnant de montrer la dette du cinéma des Frères Lumière à l'égard des grands peintres impressionnistes. On avait pu présenter des tableaux très importants de Renoir, de Monet, de Manet, de Caillebotte, et de montrer ce qu'avaient emprunté tous ces films en termes à la fois de choix de sujets ou de techniques. Donc c'est vraiment un cinéma qui me touche au plus profondément. Thierry Frémaux, le patron de l'Institut Lumière, a évoqué ces derniers jours la possibilité de création d'un musée Lumière à Lyon. Ça serait absolument extraordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour les confluences, plus il y aura de grandes institutions, et plus nous serons heureux aussi. Ça ouvre aussi des tas de possibilités de collaboration entre les musées et le public, mais elle n'est pas non plus extensible à l'infini. Elle est très saine, justement, ça nous oblige vraiment à avoir une excellence dans la programmation. Alors parlons de l'avenir immédiat. Quelles sont les grandes expositions que vous êtes en train de préparer, qu'on va voir au Musée des Beaux-Arts dans les mois qui viennent? Alors nous invitons notre public à partir du 29 mai à découvrir un grand événement autour de 10 ans d'acquisition, 10 ans de passion. Nous avons conçu en fait un parcours au sein des collections permanentes où nous présentons les grandes acquisitions qui ont été réalisées grâce à tous les acteurs qu'on évoquait. Le Poussin. Dont le Poussin, bien sûr, mais aussi Ingres. On n'a pas détaillé, donc il y a Fragonard. On a eu la chance de faire entrer 2 merveilleux tableaux de Fragonard, mais aussi beaucoup d'autres acquisitions. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça concerne absolument tous les départements du musée. Et puis, nous avons quelques expositions au sein du musée, plus spécifiques, autour des œuvres d'art graphique, aussi autour d'Auguste Morisot, qui a été un grand peintre, également un grand verrier. Et puis 2 coups de projecteur qui sont faits à 2 artistes. Geneviève Haas, qui est vraiment une peintre de la lumière et de l'espace, qui a fait une magnifique donation au musée. Et Georges Adilon, qui est plus connu à Lyon pour son activité architecturale. Et qui a bénéficié, nous avons bénéficié aussi d'un artiste d'une double donation. Multi-talent. Voilà. Donc il faut absolument venir à partir du 29 mai pour découvrir toutes ces acquisitions. Je dis aussi que pour nous, c'est un formidable événement. Ça nous permet de revenir sur les différents modes d'acquisition aussi dans les musées. On se souvient toujours des donations, des acquisitions, mais il y a aussi les legs, les dations. Et puis, c'est une manière aussi pour nous de dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis 10 ans. Et ça, c'est très important. Et alors, je crois qu'il y a une autre exposition en préparation, mais un peu plus tard, sur la Renaissance. La Renaissance à Lyon. Avec le Corneille. Avec le Corneille, j'espère, vraiment en très bonne place. C'est vrai qu'il y a quelques années, nous avions proposé une exposition sur Lyon au 19e, le temps de la peinture, qui nous avait permis de revenir aussi sur une scène un moment de la scène artistique lyonnaise très riche, et nous souhaitons le faire cette année encore, mais pour la Renaissance cette fois-ci. Et puis il y aura donc ce partenariat avec Karlsruhe et Édimbourg au printemps prochain sur le thème de l'autoportrait, et une grande exposition Matisse pour la fin 2016. Alors on va revenir sur l'exposition Matisse, mais j'ai juste une question alors, qui est pas très... comment dire, j'ose à peine la poser, mais imaginons, que je pas une seconde, mais enfin, que la souscription ne permette pas ça peut arriver, d'acheter une œuvre. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors écoutez, comment est-ce qu'on fait? Voilà, nous sommes tellement engagés dans ce projet que nous ne pouvons pas l'envisager. Bon, nous avions annoncé, c'est vrai que nous espérions en fait la clore plus tôt, et elle a été prolongée. Elle a été prolongée. Et en fait, la nouvelle date ultime, ça sera l'ouverture de l'exposition en octobre. Donc d'ici là, je pense qu'on aura réuni les fonds. Vous avez évoqué aussi une Expo Matisse qui sera pour plus tard, fin 2016. Fin 2016. C'est important aussi pour nous de revenir sur cet artiste qui a eu un moment de sa vie où il a été très proche de Lyon. Oui, j'ai lu qu'il avait subi une intervention chirurgicale. Et à ce moment-là, il s'est beaucoup rapproché du directeur du Palais Saint-Pierre de l'époque, et il a fait des donations très importantes, à la fois de dessins et de livres illustrés. Donc on souhaite revenir sur l'œuvre d'art graphique, mais on espère confronter également les dessins avec quelques très grands tableaux et des sculptures. Si vous aviez vous étiez totalement exonéré de toute contingence matérielle, quelle est l'exposition absolue que vous aimeriez monter? Alors là, il y a un rêve qui est vraiment de monter une exposition sur le thème du drapé, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais j'ai fait mes premières armes en fait au musée d'Unterlinden de Colmar.
là où est conservé le retable d'Issenheim de Grunewald. Et cet artiste de la Renaissance allemande a été un des maîtres du drapé. Et j'espère pouvoir présenter 2017-2018 une grande exposition sur le drapé transversale, qui prendrait son point de départ dans la Renaissance et qui irait jusqu'à l'art contemporain. On évoquait tout à l'heure l'ouverture sur l'Europe et sur le monde. Restons sur l'Europe. Comment ça se passe entre les différents entre les musées européens? Est-ce qu'il y a quels sont les liens qui existent? Comment est-ce qu'on travaille avec d'autres musées? Il y a une vraie politique en fait de collaboration à travers les préparations, les expositions que nous organisons, des échanges de prêts. Et puis moi j'ai la chance d'appartenir donc à ce groupe BISO, Qu'est-ce que c'est que le groupe BISO? qui est ce club en fait de directeurs de musées internationaux. Et c'est vrai que je suis très fière, je suis la seule à représenter un musée en région en France, puisque les autres grands directeurs français, directeurs du musée d'Orsay, du Louvre, du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et c'est vraiment pour moi aussi l'occasion de mieux faire connaître nos projets et de faire rayonner nos acquisitions. C'est vrai que ce sont des collègues qui suivent très, très étroitement, par exemple, notre politique d'achat. Pour les 2 paysages de Fragonard, nous étions vraiment en concurrence avec le Rijksmuseum d'Amsterdam et le Kunstmuseum de Bâle. Une question un petit peu stupide, mais est-ce qu'il vous arrive encore de visiter un musée avec le regard d'une simple visiteuse? Alors, je dois avouer que dans mes temps libres, je passe quand même beaucoup de temps dans les musées. Je crois que c'est très important aussi d'être, déjà de s'informer de l'actualité, de voir ce qui est organisé dans d'autres musées. Oui, mais j'ai envie de dire juste vraiment avec les yeux d'enfant que vous aviez la première fois que vous êtes venu. C'est toujours le même émerveillement, en fait, la même spontanéité et le même désir aussi de découvrir les œuvres d'un artiste ou d'un groupe d'artistes. Et si vous n'étiez pas devenue conservatrice? D'abord, est-ce que c'est un rêve d'enfant de devenir? Alors, c'est un vrai rêve d'enfant, vraiment. À quel âge ça vous a pris? Très tôt, je crois, dès l'âge de 10 ans. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une personnalité qui m'a beaucoup marquée, Bernard Cesson, qui a dirigé pendant de longues années le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. J'ai eu la chance de faire un stage auprès de lui. Et je crois que je lui dois vraiment ma vocation et le choix que j'ai fait de travailler pour le XXe siècle, vraiment. Quelqu'un qui était absolument passionné et qui avait aussi ce désir de transmettre. Et il m'a tout à fait convaincue de rejoindre le monde des musées. La transmission, c'est aussi une de vos préoccupations. Vous êtes enseignante aussi à l'École normale supérieure. Alors, je suis professeure associée à l'École normale supérieure. Je suis professeure aussi à l'École du Louvre. Je crois que c'est très, très important de pouvoir partager aussi avec des jeunes. Ce qui vous anime, en fait, votre passion. Et puis, la chance que j'ai, c'est que je peux enseigner à partir des collections du musée. Donc, je crois que pour les étudiants, c'est une chance très, très privilégiée. Et si vous n'aviez pas été conservatrice, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Je crois que j'ai toujours envie d'être conservatrice. Vous n'avez jamais envisagé? Peut-être enfant, marchande de bonbons. Ou aviatrice peut-être aussi, mais mais ça a été vraiment une vocation qui est née très tôt. Alors ça, c'est une question, c'est peut-être difficile d'y répondre, on ne peut pas y répondre tout à fait librement. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre parcours à Lyon ou ailleurs? Mais est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez réaliser dans les années qui viennent? Écoutez, je n'ai jamais été vraiment animée d'un plan de carrière. Il y a eu des occasions qui se sont présentées. J'ai eu cette chance merveilleuse de commencer au musée d'Unterlinden de Colmar. Après, Lyon s'est présenté. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance de travailler à Lyon parce qu'on nous donne aussi les moyens de travailler. Je suis très attachée à cette institution parce qu'on l'a dit, la richesse de ses collections, c'est la possibilité de travailler de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je suis très attachée aussi à cette équipe. Et je crois que tout le succès aussi de ce que nous faisons, je le dois aussi aux 130 personnes qui m'accompagnent. Merci beaucoup Sylvie Ramond d'avoir passé ce moment avec nous. Cette Voix est libre s'achève, mais les programmes de France 3 Rhône-Alpes se poursuivent. Et il y sera d'ailleurs encore question d'art tout à l'heure, puisque à 15h30, vous pourrez découvrir le documentaire L'espionne au tableau, réalisé par Brigitte Chevet, consacré au parcours incroyable de Rose Valland, qui fut attachée de conservation pendant la guerre au musée du Jeu de Paume, et qui a consacré sa vie à la restitution des œuvres d'art spoliées par les nazis. Et puis à 16h15, Chronique d'en haut vous emmènera, alors là il n'est pas tout à fait question d'art, mais vous emmènera dans le Valais suisse découvrir un village incroyable qui n'est accessible qu'en téléphérique, un village
où la vie ne tient vraiment qu'à un câble d'acier. Voilà, la semaine prochaine, l'invité de La Voix est libre sera le pédopsychiatre lyonnais Olivier Revol. Passez une très belle après-midi, un très bon week-end.